Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau défi de la vérité. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir le sénateur et médecin Alain Houpert. Alain Houpert, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup donc de nous donner un peu de votre temps aujourd'hui pour parler d'informations, on va dire, essentielles, non seulement essentielles, mais essayer de restaurer quelques éléments de vérité. On vous a vu signer une tribune avec 20 sénateurs dans le Figaro demandant le retrait du pass vaccinal. Ça fait moins d'un mois qu'on a voté ce pass vaccinal. Qu'est-ce qui se passe chez les Républicains? Bien, on a été quelques-uns à voter contre. Nous sommes réunis la semaine dernière, une vingtaine de sénateurs, déjà par affinité, par amitié, et on a décidé de rédiger une tribune demandant que le pass vaccinal soit levé maintenant et pas juste avant le premier tour, pour pas que ça serve d'argument électoral, parce qu'on s'aperçoit que le pass sanitaire, il n'a rien de sanitaire, mais c'est quelque chose de politique, et c'est fondé sur aucun principe scientifique. Et il y a eu quelques polémiques ce week-end. Vous avez vu le sénateur Carucci, qui n'est pas n'importe qui a été ministre des Relations avec le Parlement sous Nicolas Sarkozy, qui est vice-président du Sénat, dire lors d'une audition que s'il avait eu connaissance de tout ce qu'il entend actuellement, il n'aurait pas voté pour ce pass sanitaire. Il a dit que c'était difficile pour un politique et pour un sénateur de tout savoir, et que ça devenait compliqué pour décider avec toutes les informations qu'il y avait. Mais si on est sénateur et qu'on a toutes ces informations... Moi, ça ne me paraît pas compliqué. Et là, je parle en tant que sénateur, je ne parle pas en tant que médecin. Ça ne me paraît pas compliqué. Si vous connaissez la légende de Cassandre, qui devant les murs de Troie disait aux protagonistes ce qui allait se passer. Elle n'a pas été crue et elle en est morte. C'est un peu difficile pour un parlementaire de passer pour Cassandre. Nous étions quelques-uns à dire ce qui allait se passer, quels étaient les enjeux, parce que nous nous étions renseignés auprès de scientifiques qui ne sont pas que des médecins, parce qu'un médecin, c'est un prescripteur qui prescrit ce qu'on lui conseille de prescrire. Donc on s'est renseigné auprès de chercheurs, des biologistes cellulaires, des chercheurs nationalement connus qui nous ont informés, orientés. Donc notre décision de voter contre était une décision mûrie et réfléchie. Et moi je regrette qu'il y ait eu une décision politique, en particulier dans mon groupe, je dirais entre guillemets, de ne pas tomber dans le piège de Macron. Et en fin de compte, ils sont tous tombés dans le piège de Macron et ils le regrettent tous. Donc oui, je crois que pour préciser, c'était le sénateur Hervé, Müller-Bronn, Sylviane Noël, vous-même et puis d'autres qui ont voté contre, tout en, comme vous le dites, en s'étant informés. Donc en fait, l'information, elle est disponible. Et quand on entend le sénateur Carucci mentionner que c'est compliqué, et qu'il aurait dû s'abstenir, en tant que Français, c'est assez, on va dire, inquiétant de voir un membre de la représentation nationale puisse si rapidement changer d'opinion sur des éléments qui sont aussi importants, puisqu'on a réduit les libertés quelque part au travers de ce pass vaccinal. À sa défense, au moins, c'est honnête de sa part. Honnête de sa part, et ça, c'est ce qui caractérise les Républicains, c'est-à-dire qu'on reconnaît nos erreurs, contrairement à la République en marche, qui ne reconnaîtra jamais ses erreurs. Parce que tout ce problème, que ce soit le pass sanitaire et le pass vaccinal, c'est une manipulation politique qui vient de la République en marche, qui vient de l'Élysée, du château, où à l'Assemblée, tout le monde a voté le doigt sur la couture du pantalon, sans réfléchir. Quelques-uns se sont... opposés peut-être de manière excessive, comme Martine Vonner, qu'on connaît tous bien. Et voilà, je pense qu'il faut s'exprimer de manière modérée. Et les personnes que vous avez citées au Sénat se sont exprimées de manière très modérée, respectueuse. Nous n'avons pas été entendus et c'est vraiment dommage. Je le regrette parce que
on arrive devant une impasse et les Français sont divisés. On a voulu faire passer les gens qui sont contre le pass vaccinal pour des anti-vax. C'est-à-dire, il y avait le camp de la raison et le camp de la déraison, il y avait le camp du bien et le camp du mal. C'est-à-dire que si vous êtes contre le pass vaccinal, vous étiez contre le vaccin, donc vous étiez dans le camp du mal. C'est une conception manichéenne et manipulatrice de la politique. Voilà, donc tout le monde est tombé dans le panneau. Mes collègues se sont mis dans les cordes. En tout cas, moi, je peux me regarder dans la glace. Nous sommes une soixantaine à avoir voté contre. Se regarder dans la glace et puis se dire qu'on a bien fait. On a défendu les libertés individuelles. Parce que toute médication doit être, l'objet d'un consentement éclairé. C'est-à-dire qu'on ne décide pas, je vaccine comme un vétérinaire. Hein. Le médecin est le chef d'orchestre. Toute vaccination, tout traitement doit être mené par un médecin qui va dire ce monsieur peut être vacciné parce qu'il a des comorbidités, parce qu'il a tel âge. Et on est tombé dans un gloubi-boulga où tout le monde doit être vacciné, même les enfants de 5 à 11 ans, ce qui est complètement absurde parce que sur le plan bénéfice-risque, il y a plus de risques par rapport aux bénéfices. Et moi, je dirais, touchons pas aux enfants. Foutons-leur la paix. On va déjà leur balancer une dette de 600 milliards. Hein. Les boomers, là, comme nous, on leur balance une dette de 600 milliards et on va en plus leur imposer de se vacciner. Donc là, je trouve que voilà, on a divisé les Français et ça, c'est un travail politique machiavélique de ce gouvernement. Nous avons un Premier ministre, quand on lui pose des questions, qui donne des leçons, hein, qui hausse le ton. Nous avons un ministre, Olivier Véran, ministre de la Santé, qui, quand on lui pose des questions en hémicycle, s'est permis d'insulter un député, hein, vous vous souvenez, alors qu'ils sont là pour rendre des comptes. Quand ils rentrent dans le Parlement, c'est le travail du Parlement. Le travail du Parlement, c'est de vérifier, d'être le contrôle de l'exécutif, d'être dans le législatif, voter les lois, mais aussi contrôler l'exécutif. Donc il doit y avoir un respect. Donc moi je respecte l'exécutif et j'aimerais bien que l'exécutif respecte le législatif. Et là on est dans une phase politique ça a duré 5 ans. Depuis 5 ans c'est comme ça. Même sous Hollande, c'était pas comme ça. Et M. Macron en vient à me faire regretter M. Hollande. C'est quand même grave. Hein. Voilà, M. Sarkozy, quand il sentait qu'il y avait un problème, il reculait. Jacques Chirac, quand tout le monde était dans la rue pour le CPE, il a supprimé la loi. François Mitterrand, quand pour l'école libre, quand il a vu que tout le monde était dans la rue, il a retiré la loi. Mais François Hollande et Emmanuel Macron, quand il y a eu la manif pour tous, il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu la loi de bioéthique, il y a eu beaucoup de choses. On n'écoute pas le peuple. Jean-Pierre Raffarin disait que c'est pas la rue qui gouverne. Oui, c'est pas la rue qui gouverne. Mais il faut écouter le peuple. Écouter le peuple, donc, de manière à s'assurer que la représentation nationale fasse son travail, puisque vous avez écouté, on va dire, les experts, donc on va dire les experts font partie du peuple, analyser le bénéfice, analyser le risque de ces thérapies, les effets secondaires. Et ce week-end, il y avait un convoi, on va dire, de la liberté qui a essayé de rentrer dans Paris, qui est rentré dans Paris. On a vu beaucoup de policiers. En fait, une réponse qui est pour vous, qu'est-elle? Elle est proportionnée au risque? Aujourd'hui, on est le 14 février, c'est le jour de la Saint-Valentin. Saint-Valentin, c'est important pour beaucoup de Français pour ceux qui ont la chance d'avoir un amoureux ou une amoureuse, de dire des choses. C'est aussi la fête, c'est la fête de l'amour, mais c'est aussi la fête du respect mutuel, de regarder dans la même direction. Et je pense que ce que le président de la République et l'exécutif nous ont montré
samedi, c'est pas du respect mutuel, c'est nous obliger à regarder dans la même direction. Hein. Et puis, vous êtes marié, vous n'obligez pas votre femme à penser comme vous. Vivre ensemble, c'est avoir le droit de ne pas être d'accord. Hein. Et la panacée, c'est justement de regarder dans la même direction, ce que disait Saint-Exupéry, et c'est important. Et puis, à la Saint-Valentin, on peut offrir un collier, mais j'ai le sentiment que l'exécutif offre plutôt un collier et une laisse, et à chaque décret, à chaque loi, on rétrécit la laisse. Donc c'est pas une marque d'amour de la part d'un président de la République qui a dit qu'il aimait les Français, et juste avant il disait j'ai compris les Français. On n'a pas besoin d'un stagiaire comme président de la République. Donc tout ce qui se passe est grave, et on est à quelques jours d'une élection présidentielle. On va choisir un homme, l'homme providentiel pour pouvoir diriger l'État, et on s'aperçoit qu'on est dans un gouvernement de technocrates. Il n'y a que des technocrates, où la seule idéologie, c'est de rester au pouvoir. Et ça, c'est grave. L'idéologie politique, ça doit de faire en sorte que le peuple soit heureux, que la France, notre pays, retrouve sa grandeur. Et ce qui s'est passé ce week-end, le Conseil d'État a interdit c'était le 12 février, par l'ordonnance Audebert, a interdit les convois qui étaient ostentatoires. Voilà, donc beaucoup de gens ne sont pas venus, mais il y a des gens qui sont venus par leurs moyens personnels, par le métro, par le train, par leur véhicule personnel. Ils avaient leur petit drapeau, et les forces de l'ordre ont eu des ordres d'être sévères. Et est-ce que avoir un drapeau, c'est un moyen ostentatoire ? C'est pas interdit d'avoir un drapeau. Oui, je vous ai vu d'ailleurs, vous avez fait un tweet à ce sujet qui rappelait, on va dire, les amendes si on déchirait un drapeau. Un tweet qui a été censuré en plus. Et vous-même sénateur, vous avez été censuré. Je vous signale que la loi le décret du 21 juillet 2010 dit que on condamne l'outrage au drapeau. C'est-à-dire un citoyen qui va brûler un drapeau en place publique, quelque chose, il a une amende de 1 500 €. Et un fonctionnaire des forces de l'ordre, de l'armée, peut être condamné à 5 ans de prison. C'est pas n'importe quoi. Et si ce fonctionnaire des forces de l'ordre ou de l'armée est un officier, il peut être dégradé. Donc c'est important. On brûlait les drapeaux, mais on brûlait les drapeaux des nations ennemies pendant la guerre. On a vu des images, nous avons vu des images, et moi en tant que sénateur, je fais attention à ce que je regarde, je vérifie bien, mais nous avons vu des images validées par tout le monde, des images violentes, où des forces de l'ordre ont arraché les drapeaux, les ont jetés par terre. Et bien ça, c'est un outrage au drapeau. Et vous attendez, c'est pas normal. Vous attendez quoi donc, mais c'est une manipulation d'un gouvernement qui va encore être dans la théorie du bouc émissaire. Certaines forces de l'ordre sont allées un peu loin. C'est une petite minorité. Moi, je soutiens les forces de l'ordre, et heureusement qu'il y a des forces de l'ordre. Une petite minorité l'a fait. Elle a été focalisée, et on ne voit que ça. Mais elle respecte les instructions, quelque part. Oui, elle respecte les instructions, et on ne voit que ça. Et qui est le grand coupable ? C'est les forces de l'ordre. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est les donneurs d'ordre. Je pense que le vrai coupable, c'est le donneur d'ordre. Ce sont ceux qui ont décidé d'interdire cette manifestation. Et il y a quand même un droit à la manifestation. Et les gens qui sont venus, c'était des gens... Moi, je suis rentré en Bourgogne samedi matin. Je les ai vus dans le train. Ce sont des gens comme vous, comme moi,
des familles qui se sont fait gazer sur les Champs-Élysées. Non, stop, je trouve que la réponse a été excessive. Et puis le début de la réponse, ça a été ces convois, et je ne veux pas rentrer dans la ligne Godwin, ces convois de blindés. On avait l'impression d'être dans la place Tiananmen en Chine, et je ne parlerai pas de ce qui s'est passé en France ou en Europe en 1940, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais la réponse a été excessive. Et l'excessif est toujours insignifiant. Et là, franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas déjà pourquoi les médias n'ont pas montré ce qui se passait, parce qu'il y avait du monde dans les rues. On n'a montré que les débordements pour dire un manifestant c'est un casseur, point, voilà. Et puis il y a des forces de l'ordre qui sont allées un peu trop loin. Donc une réponse disproportionnée quelque part, et puis une manipulation, partielle. Une manipulation. Donc sortons de la manipulation. Il y a le récit et le réel. Il va y avoir un récit de ce qui s'est passé qui ne correspond pas au réel. Le réel, c'est un ras-le-bol des Français. Et le récit, ça va être ils sont pas nombreux, on leur a tapé sur la gueule, on les a emmerdés. Voilà, on les a emmerdés. Je reprends le langage du président de la République. Et qui est vainqueur, c'est l'ordre. Non. Donc c'est une petite minorité d'individus qui viennent affecter, on va dire, le bien-être d'une majorité. Une majorité qui abuse d'une minorité. Une minorité qui veut avoir voix au chapitre. Moi, je viens de Bourgogne, où il y a une abbaye qui s'appelle l'abbaye de Cîteaux, qui a créé l'ère cistercienne. Et il y avait les moines de chœur, qui étaient en général des enfants de nobles, et les moines convers, ceux qui servaient, qui construisaient les cathédrales et les murs. Et les moines convers avaient, une fois par an, voix au chapitre. Et là, je suis parlementaire pour être la voix de ceux qui n'ont pas la voix. Et les Français, samedi, ont voulu avoir voix au chapitre. Et on leur a tapé sur la tête. Comme la même chose que pour les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, il y a eu quand même 38 éborgnés. Et j'étais ce matin chez Berkoff, où il y avait Bruno Attal qui était interviewé, qui nous a parlé des LBD, où il y a une volonté. C'est-à-dire que les munitions des LBD sont plus petites que les munitions qui sont normalement fournies avec le LBD, parce que donc c'est pour taper dans la poitrine, et avec les munitions actuelles, ça va plus haut, ça va dans le visage. C'est pour ça qu'il y a des éborgnés. Et on continue à acheter ces munitions qui sont plus petites et qui sont vulnérantes. Un LBD, c'est fait pour contenir une manifestation quand elle est trop importante, parce que il faut rétablir l'ordre public, mais elle n'est pas là pour pour éborgner les gens ou couper. Il y a 5 mains qui ont été arrachées quand même. Il y a eu 3 morts sous les Gilets jaunes. Donc n'oublions jamais l'histoire. Et moi je voudrais dire aux Parisiens qui regardent la Seine, quand vous voyez la Seine, pensez à la source. Et la source, elle vient de Côte d'Or. Elle vient à mon village, est juste à côté de la source de la Seine. Et moi je la vois tous les week-ends à la source de la Seine. Et c'est symbolique ce que je dis, parce que quand penser à la source, ça veut dire penser à vos racines. Ne pas oublier d'où vous venez. Et un homme politique ne doit pas cracher sur ses racines, ni insulter l'avenir. Un homme politique, c'est qu'un homme. Vous venez d'une famille politique, donc pour revenir un petit peu à la source de vos valeurs, on a vu donc Valérie Pécresse, qui est la candidate désignée des Républicains ce week-end au Zénith, qui s'est exprimée et qui a dit que le convoi de la liberté, c'était les gens qui étaient dans la salle. Tout à l'heure, vous venez de parler des technocrates. Est-ce que c'est pas un langage aussi technocrate? C'est pas quelque part une forme de récupération de ce message? Les gens qui sont dans la salle pour un meeting, ce sont des gens comme vous, comme moi, qui viennent écouter une bonne parole, pas la bonne parole, mais une bonne parole des gens en qui ils ont confiance.
Et les adhérents républicains ont choisi démocratiquement quelqu'un, que je le respecte. Et voilà, je ne suis pas d'accord avec tout, surtout avec Valérie Pécresse. Et je lui ai, en particulier sur la stratégie vaccinale et sur le pass vaccinal, j'ai écrit à M. Stefanini. Mais au moins, nous, chez les Républicains, on a le droit de ne pas être d'accord, alors que chez les LREM, quand quelqu'un n'est pas d'accord, il est exclu. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire les points concrets sur lesquels vous n'êtes pas d'accord avec elle? Puisqu'un des autres points, on va dire, tout à l'heure vous parlez de technocratie, on l'a vu juste après le vote sur le pass vaccinal dire c'était peut-être excessif, elle est même peut-être revenue un petit peu en arrière. Donc ce serait intéressant. C'est honnête qu'elle soit revenue sur ce qu'elle a dit avant d'être choisie par les Républicains. Par le Congrès, parce que ce qu'elle a dit avant, c'était hard. Elle a dit il faut enfermer les... C'est pour ça, il faut enfermer les non-vaccinés. Comme en Autriche, voilà. Elle était prête à enfermer les gens. Alors là, franchement, c'est révoltant. Et là, ma petite âme de médecin qui me dit on doit soigner tout le monde. Nos confrères du XVIe siècle... à Marseille, quand il y a eu la grande peste, ils ont soigné tout le monde, ils enterraient les gens, ils étaient en première ligne, on ne se cachait pas, ils ne se cachaient pas. Il y en a beaucoup qui sont morts, ils risquaient de... Un médecin, c'est quelqu'un qui s'assoit sur le lit du malade et qui tient la main quand tout bascule. Voilà, c'est ça un médecin. Et pour moi... un médecin, c'est pas quelqu'un qui utilise des chiffres, c'est pas quelqu'un qui... c'est mon avis en tant que parlementaire, c'est pas quelqu'un qui... un médecin, c'est une vocation déjà. Moi, si je suis médecin, c'est parce qu'un jour, j'ai rencontré mon médecin qui m'a donné envie de faire médecine. Et si je suis radiologue, c'est parce qu'un jour, j'ai rencontré mon patron de radiologie. Voilà, des gens à qui on a envie de ressembler. Et je pense que les rencontres changent le destin des gens. Et moi, j'aimerais que tous les Français, en particulier tous les étudiants, parce qu'il y a des gros problèmes chez les étudiants sur le parcours des étudiants, le choix des études futures, avec les problèmes de valeur de lycée, de numerus clausus, que tout le monde ait la chance que j'ai eue de rencontrer la bonne personne qui m'a donné envie de faire ça. Et j'aimerais que mes enfants soient comme ça. J'ai mon fils Olivier qui a 16 ans. Il est un peu paumé parce qu'il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire parce qu'il n'a pas encore rencontré... et ce qu'il voit, ce que les boomers lui projette de la société, ça ne l'enchante pas. On est tous responsables et il faut qu'on a un devoir d'enlever les cailloux sur le chemin de nos enfants. Donc leur rendre la vie plus simple et de manière à ce qu'on leur clarifie le chemin. Bien sûr. La semaine dernière, je crois, vous étiez à l'IHU de Marseille, où vous avez rencontré le professeur Raoult. Est-ce que c'est une rencontre de cet acabit que vous aimeriez que vos enfants fassent, de rencontrer des gens qui défendent la science, la santé? C'est une belle rencontre. J'ai rencontré Didier Raoult, j'ai rencontré Éric Chabrière, j'ai rencontré le professeur Parola, j'étais déjà accueilli... par des gens à qui j'ai envie de ressembler. Et puis, je suis venu aussi avec le bruit de fond de ce que disaient les médias sur Didier Raoult, à le diaboliser. J'ai vu l'IHU, un organisme extraordinaire où il y a la queue, où les gens arrivent, où on soigne les plus graves maladies infectieuses du monde. On fait des recherches, c'est cet IHU qui a trouvé le plus de bactéries et de virus au monde.
Donc je pense que là, il y a eu une manipulation, on a voulu diaboliser, et Didier Raoult va avoir raison, comme on a diabolisé le professeur Montagnier. Des prix Nobel de médecine français, il n'y en a pas beaucoup, il y en a une dizaine. Hein, il en fait partie. J'en ai connu un bien qui était le professeur Vimin, qui était originaire du village à côté du mien, Saint-Seine-l'Abie, qui était médecin généraliste. C'était après 68 où les facultés de médecine avaient besoin de médecins généralistes pour créer des postes de professeurs de médecine pour enseigner la médecine générale en particulier. On n'a pas voulu de lui, donc il est allé aux États-Unis. Aux États-Unis, il a été reçu à UCLA, à Los Angeles, et il a découvert... il a été prix Nobel, découvert en particulier... Il a travaillé sur les hypophyses des moutons, il a découvert les prostaglandines, quoi. C'est pas n'importe qui. Et il a réussi à être prix Nobel parce que la France n'a pas voulu de lui. Donc on a quand même un problème en France à ne pas reconnaître les personnes qui nous... Et là, tout à l'heure, je parlais de la scène et de la source. C'est important de penser à ceux... La vie, c'est un maillon, une succession d'héritages. Et souvenez de Newton, il disait que nous sommes assis sur des épaules de géants. Et grâce à ça, je peux voir plus loin. Ne pas oublier, la science n'est pas infuse, la science, c'est une accumulation qui se fait de génération en génération. On a la chance, nous, notre génération, et la génération ultérieure aura la chance d'avoir plus de connaissances que nous, et nous avons la chance d'avoir plus de connaissances que la génération de nos parents, et ça c'est merveilleux. Il ne faut pas insulter les générations antérieures, respecter tout le monde, et le professeur Montagnier, vous avez été les seuls à annoncer son départ. J'espère qu'il est parti sans souffrance, mais j'ai eu l'occasion de le voir comme vous. 89 ans, c'est ça, 89 ans, j'aurais... Quelle intelligence, quelle tolérance, quel goût jusqu'au dernier jour, je pense qu'il a appris, ce monsieur. Et ça, c'est important. Le bonheur sur Terre, c'est d'apprendre. Moi, j'aime bien apprendre. Voilà, j'aime bien apprendre en médecine, j'aime bien apprendre en littérature. J'ai vu Didier Raoult, on a très peu parlé de médecine, on a parlé de littérature, de philosophie, on a parlé de nos parents résistants, on a parlé de vin de Bourgogne, voilà, donc on a parlé de la nappe phréatique, du chardonnay et du pinot noir. Pour revenir un petit peu donc, au professeur Montagnier, qui, comme vous le dites, est parti la semaine dernière, vous avez été choqué par son traitement médiatique, par le traitement médiatique de cette information ? J'ai vu que vous aviez été traité de fake, vous aviez fait une fake news parce que vous aviez annoncé sa mort. Comme tout le monde, j'ai téléphoné, je ne sais plus si je vous ai téléphoné, j'ai téléphoné à votre entourage pour savoir si c'était vrai, j'ai vérifié et puis j'ai présenté sur Twitter mes condoléances à sa famille et j'ai dit à sa famille que je prenais part à leur grande douleur parce que pour moi c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est comme Marie Curie, c'est comme Pierre Curie, c'est des gens qui devraient être au panthéon de la science. Et aujourd'hui, c'est des enfants oubliés. C'est des enfants oubliés à cause d'une histoire politique, pas une histoire sanitaire, une histoire politique. Et on lui donnera raison dans 10 ans. Vous n'êtes pas la première personne qui nous dit qu'on lui donnera raison, on va attendre. Quand on regarde un petit peu le traitement médiatique que les opposants à la gestion de la crise sanitaire ou à la vaccination, vous avez été vous-même attaqué, notamment par France TV Info récemment au sujet d'une proposition d'amendement que vous vouliez inclure dans la loi sur le pass vaccinal pour s'assurer du financement des effets secondaires. Vous avez été attaqué, en fait. Qu'en est-il de cette proposition d'amendement et qu'est-ce que vous avez fait suite à ça ? Il y a eu un article de France TV Info suite à cet amendement qui n'a pas été accepté par la commission. Donc, j'estime que cet article, c'est du harcèlement, puisque l'amendement n'a pas pu être étudié en hémicycle. Moi, je proposais qu'on donne les mêmes conditions d'indemnisation
que lors du vote de la vaccination obligatoire pour les soignants. Il a bien été précisé que c'était pris en charge par l'ONIAM. Et bon, c'est du harcèlement pour essayer de faire croire qu'un sénateur peut raconter n'importe quoi. Mais moi, j'évite de raconter n'importe quoi. Je me renseigne. Je me suis renseigné juridiquement auprès de gens du Conseil d'État. Il y a un vide juridique. Il y a un vide juridique. Et je suis en train justement d'écrire un rescrit, demande de rescrit au directeur de l'ONIAM pour qu'il confirme ou qu'il infirme. Et sans valeur de loi. Et c'est ça qui est important. Et je vais m'aider d'un avocat qui ira le déposer officiellement. Voilà. Et puis on verra qui détient la vérité. Et c'est important parce que si on parle des effets secondaires, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Mais quand on regarde les effets secondaires, sur les 50 millions de vaccinés, on pourra estimer qu'il y a 1 million d'effets secondaires. Petit, gros. Et s'il y a 1 million d'effets secondaires, si vous calculez les indemnisations, s'ils sont graves et qu'on rembourse 70 000 € par personne, ça fait 600 milliards. Ça, c'est une estimation globale, à la louche. Ça serait quand même bien de réfléchir, quoi. C'est autant, 600 milliards, on rappelle que c'est autant que le coût de la crise. Justement, cet article de France TV Info, ça me fait penser à quelque chose. Pourquoi relever quelque chose qui n'a pas été décidé en hémicycle, même proposé ni étudié? Parce que certaines personnes sont dans la méthode Coué pour dire de toute façon, rassurez-vous, vous allez être remboursé. Et je pense que s'il y a un problème, s'il y a des problèmes, 600 milliards, c'est plus que la dette qu'on a fait pendant cette année. Dans les 2 dernières années, on va dire, le coût de la crise. C'est 10 fois... c'est 10 fois le coût de la vaccination. 100 fois. 100 fois. 6 milliards, c'était le chiffre de capital, je crois. 100 fois, 6 à 7 milliards. 100 fois le coût de la vaccination. C'est 100 fois le coût des tests. Énorme. Et donc pour vous, encore un caillou dans la chaussure qu'on va laisser à nos enfants. Je ne veux pas être pessimiste. Moi, je suis plutôt optimiste. Et en tant que Bourguignon, j'estime qu'il y a 2 façons d'être optimiste. Soit on voit le verre à moitié plein, soit on continue à le remplir. Donc moi, je préfère continuer à le remplir et être optimiste pour pas obérer et puis réfléchir dans la sérénité. Et actuellement, nous ne réfléchissons plus dans la sérénité. Regardez, politiquement, les désaffections de certaines personnes qui partent des Républicains pour aller soit chez M. Zemmour, soit chez M. Macron. Chez M. Zemmour, il n'y en a pas beaucoup, mais chez M. Macron, il y en a de plus en plus. Eh bien, moi, je leur dirais, puisqu'on est à la Saint-Valentin, je citerai la phrase d'un certain Alexandre Guitry, qui s'appelait Sacha Guitry, qui disait « À celui qui vous prend votre femme, il n'est de pire vengeance que de la lui laisser. » Donc, moi, je ne me désole pas de perdre quelqu'un qui nous trahit et de perdre quelqu'un qui est dans cette technocratie. Puis en général, quand on est le personnage, il avait toujours raison, et puis c'est pas quelqu'un qui avait de grandes oreilles qui écoutait. Donc voilà, il ressemble beaucoup au personnage qu'il est en train de rencontrer, qu'il y aille et qu'il y reste. Écoutez, sénateur Oppert, merci beaucoup donc d'avoir fait ce tour d'horizon complet. Donc quelque part une quadruple peine pour les Français, la vaccination, les effets secondaires, on doit payer. Mais vous ne perdez pas espoir et vous essayez quand même de dire qu'il faut qu'on pense aux Français, qu'on ait une réponse proportionnée. Donc un coup de gueule, mais proportionné aux enjeux qui sont ceux de donner la vérité aux Français. Merci beaucoup. C'est la journée de l'amour. C'est la journée de l'amour, il faut aimer les Français.
Et Saint Bernard, qui était un saint bourguignon, qui est né à Fontaine-les-Dijon, qui était le fils de Tesselin-le-Sort et d'Alette de Montbard, et le neveu d'André de Montbard, qui était un des 9 frères fondateurs de l'ordre Templier. Il disait que aimer, c'est donner. Donc donnons, donnons, donnons. Merci beaucoup, et merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce défi de la vérité.